Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, bienvenue à cette émission spéciale sommet de Transform Africa 2017 en marge du sommet du rendez-vous continental sur les nouvelles technologies et surtout leur rôle dans le développement du continent africain au service du peuple africain. À la présentation de cette émission, vous êtes avec moi, Eddy Sabiti, et dans nos studios, nous sommes heureux d'accueillir le ministre congolais Thierry Mongala, ministre en charge de la communication et des médias, mais il est surtout ici au Rwanda pour représenter le chef d'État, Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas pu faire le déplacement vers Kigali. Monsieur le ministre, bienvenue dans le studio. Merci à vous. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous êtes ici pour la 3e édition de ce sommet. C'est un rendez-vous continental, comme je le disais. Il y a plusieurs questions qui sont au menu des discussions ici, mais c'est plus le développement du continent africain à travers l'utilisation des nouvelles technologies. Ma question, c'est d'abord de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, notre continent comprend l'importance de nouvelles technologies ou de leur utilisation? Alors, je crois qu'il y a deux aspects dans votre question. Est-ce que le continent comprend? Oui, parce que la jeunesse s'est appropriée ces outils numériques amplement. Et la jeunesse, c'est à peu près les 3/4 de la population de l'Afrique. Donc on peut considérer que sur le plan démographique, la majorité de la population s'est emparée de cet outil et l'utilise abondamment. Maintenant, il y a une nécessité, et cela a été dit tout à l'heure pendant les travaux et le panel des chefs d'État, nous avons la chance, pour la première fois depuis que l'histoire du monde a démarré, qu'une des révolutions économiques qui touchent l'ensemble du monde nous permettent d'économiser du temps et de gagner du temps. Économiser du temps parce qu'on n'a plus à faire des révolutions industrielles qui sont dépassées, on n'a plus à faire un certain nombre de révolutions qui sont derrière nous, et nous pouvons directement enjamber cette révolution numérique pour être, nous l'Afrique, qui est toujours considérée comme un continent arriéré, pour être en pointe, à la pointe, et avec les pays les plus pointus sur le plan du numérique. Donc l'appropriation nécessite par contre, quand je parle maintenant de l'appropriation, je parle des décideurs, nécessite ce type de forum qui constitue des moments de partage d'expérience et surtout des opportunités qui permettent à des États qui, souvent, de manière isolée, n'ont pas les moyens ni financiers, ni technologiques, ni parfois les experts en nombre suffisant pour faire tout seul leur évolution numérique. Et l'avantage de l'initiative prise par le président Paul Kagame avec Transform Africa, c'est de permettre que de manière synergique, l'Afrique fasse un pas vers cette révolution, mais tous ensemble. Voilà. Et c'est ça l'avantage. Justement, vous revenez sur les propos du chef de l'État Paul Kagame qui appelait tout à l'heure là à la cohésion et surtout à l'appropriation de cette initiative pour que tous les pays du continent puissent décoller, surtout aller vers une même direction dans ce sens. Mais il y a une question que les gens se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les pays africains comprennent vraiment que les nouvelles technologies ou le numérique est une autre forme d'économie, parce que longtemps on a pensé aux ressources naturelles, or, pétrole, du moins pour ceux-là qui en ont. Est-ce qu'aujourd'hui, nos populations, là au fond du village, nos oncles, nos tantes et autres citoyens comprennent vraiment qu'aujourd'hui notre économie peut aussi marcher grâce aux nouvelles technologies et pas seulement compter sur ces ressources naturelles dont j'ai cité tout à l'heure? Bon, là, il y a d'abord un travail de pédagogie, bien entendu, à faire vis-à-vis des populations, dans leur diversité. Tout à l'heure, on parlait des jeunes. On parle souvent des jeunes en zone urbaine, etc. Il y a forcément demain une éducation numérique à faire vis-à-vis de nos compatriotes qui se situent majoritairement en Afrique, dans les zones rurales, c'est clair. Bon, vous dites
que la prise de conscience sur l'importance économique, oui, aujourd'hui, il n'existe aucun processus de production de biens et de services qui ne voit pas l'utilisation du numérique. Tous les process, qu'ils soient industriels, qu'ils soient des process de prestation de services, font appel au numérique. Donc, on ne peut pas, sauf si on décide de faire de l'Afrique une terra incognita qui serait complètement déconnectée de la technologie, on ne peut pas faire sans la technologie. Il est clair que l'avenir, et le 21e siècle qui commence nous l'indique amplement, l'avenir c'est le numérique. 2, l'appropriation, elle doit se faire comment? Mais c'est d'abord la prise de responsabilité des États. Que demande-t-on aux États? Les États en charge de l'intérêt général doivent avoir 2 axes de développement du numérique. Le premier, ce sont les infrastructures. Ce sont les infrastructures. Mettre en place des infrastructures. Oui, parce que c'est un préalable. Chaque État, avec ses moyens, avec les opportunités de le faire dans un cadre multilatéral, parce que c'est souvent comme cela qu'on installe ces infrastructures, fibres optiques, bases de données, etc., serveurs. Ce sont des choses qui nécessitent souvent un apport extérieur et même des partenariats publics-privés. C'est vrai. La deuxième dimension est une dimension liée aux priorités qui sont celles du moment, c'est de développer des contenus locaux. Et c'est en ça que ce type de forum voulu par votre chef d'État, son Excellence M. Paul Kagame, ce type d'initiative est très utile et enrichissante. Parce que c'est par l'échange d'expériences que nous saurons donner du contenu à cette révolution numérique qui s'impose à nous. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place des autoroutes de l'information, des tuyaux qui s'appellent fibre optique, des serveurs et des bases de données pour mettre des contenus qui viendraient de l'étranger. Ça, je crois que personne n'en veut. Ce que nous voulons, c'est à la fois l'infrastructure, mais c'est aussi l'appropriation des contenus, avec des contenus proprement africains. Et quand nous avons visité les stands tout à l'heure, devant et derrière les chefs d'État plutôt, nous avons amplement vu qu'il existe des contenus africains. Donc ça, ce sont des dimensions importantes. Enfin, il y a une dimension qui me paraît essentielle, c'est on ne part pas non plus de quelque chose qui est vide. Il y a des services qui sont fournis par des fournisseurs d'accès, des providers, comme on dit, dans nos pays respectifs. Et je crois qu'il y a des expériences intéressantes d'interaction entre États. J'ai entendu parler de l'expérience entre le Rwanda et le Gabon pour créer les conditions d'une zone télécom unique, qui permet effectivement de réduire totalement les coûts d'accès aux communications classiques, vocales, qui font qu'un Rwandais qui est au Gabon ou un Gabonais qui est au Rwanda va pouvoir communiquer au téléphone comme s'il était dans son pays et ça ne lui coûtera pas plus cher. Ce sont ces initiatives-là qui sont novatrices et qui font du continent, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se victimise et qu'on estime à chaque fois que nous sommes en retard, qui font du continent une des régions du monde les plus en pointe en matière d'innovation technologique. Oui. Et je pourrais vous en donner des exemples. Voilà, justement, vous avez soulevé un point très important. Il y a certains participants, en tout cas, ont soulevé la question de cette interconnexion entre les différentes régions d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons la partie est-africaine où, avec le roaming qui marche entre pays de la communauté est-africaine, nous avons aussi un certain nombre du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi, vous avez cité le cas du Rwanda, du partenariat entre le Rwanda et le Gabon. Mais malheureusement, les deux régions restent séparées en termes de connectivité. Ça veut dire on s'arrange au niveau de la région ou de la sous-région, mais de l'autre côté, on ne sait pas mettre ce système de roaming maintenant entre les différentes régions d'Afrique. Et malheureusement, il semblerait que ce sont les opérateurs économiques privés qui ont souvent tendance à peser sur même la volonté des chefs d'État. Vous, comment est-ce que vous voyez, vous décryptez la situation? Bon, je crois que les opérateurs, parfois, mus par leurs intérêts, qui sont des intérêts économiques et financiers particuliers, ont du mal à percevoir l'intérêt général. Et souvent, quand les États assez forts, assez mûrs, comme le vôtre,
et je me permets de le dire, comme le Congo-Brazzaville également, ces États assez mûrs, assez forts, arrivent à imposer l'intérêt général. Parce que c'est de l'intérêt général que tout le monde pourra gagner, y compris les opérateurs, même quand ils sont frileux au départ. L'expérience du réseau unique, elle a quoi d'enrichissant? C'est que, à quoi sert pour un opérateur de se dire que mon marché, même en l'étendant au maximum de ses possibilités, c'est quelques millions d'habitants dans le pays dans lequel j'ai ma licence. Alors que s'il accepte l'extension de son réseau à la sous-région et pourquoi pas à l'ensemble de l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique centrale du côté oriental ou l'Afrique centrale du côté occidental, ce n'est plus les 15 ou 16 millions d'habitants du Rwanda ou les 4 millions d'habitants du Congo, selon que l'opérateur soit ici ou à Brazzaville, mais ça sera une centaine ou 150 millions de clients potentiels qui pourront indifféremment utiliser les services du même opérateur à Brazzaville, à Kigali, à Kinshasa ou à Libreville. Et donc, c'est à l'État, ce sont les États qui doivent impulser, parce que là, c'est l'intérêt général. Et je crois que ce type de forum doit nous apporter cette force de conviction pour imposer aux opérateurs l'intérêt général, sans bien entendu remettre leur intérêt particulier, parce que le capitalisme a ceci de particulier, c'est qu'il est libre. Mais simplement, l'État, il régule. L'État crée les conditions pour que ce soit à l'avantage du plus grand nombre. Voilà, et justement, est-ce qu'au niveau, aujourd'hui, au niveau de ce sommet, la 3e édition, cette question a été amplement discutée? Y a-t-il des avancées dans ce sens? Oui, mais écoutez, on a entendu les expériences diverses et variées. Je crois que si je prends le cas du Congo, puisque comme vous le savez, je représente son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo à ce sommet, je crois que dans le cadre du Congo, nous avons observé, j'ai à mon retour à Brazzaville le devoir de rendre compte au président de la République. Je lui ferai part des quelques avancées, des initiatives qui sont prises. Je peux d'ores et déjà vous dire que la conclusion de mes propos que je rapporterai au président de la République sera de lui demander de bien vouloir étudier la possibilité pour le Congo de s'associer avec les initiateurs qui sont aujourd'hui un groupe de pays africains, de manière à ce que sur un segment ou un autre, le Congo puisse accompagner les premiers partenaires de l'initiative Transform Africa. Voilà. Vous parliez de la jeunesse tout à l'heure, là, la jeunesse qui représente en tout cas la majorité du continent, des habitants du continent, et c'est aussi la jeunesse qui représente les décideurs ou les leaders de demain. À quel niveau, quelle est la place réservée à la jeunesse aujourd'hui par rapport au numérique, l'intérêt du développement de la jeunesse? Au Congo ? Je veux dire sur le continent africain d'une manière générale, mais en particulier au Congo-Brazzaville. Bon, sur le continent africain, je crois que le spectacle des stands et la moyenne d'âge des conférenciers répond à votre question. On s'adresse à une tranche d'âge et à une génération précise. Ce sont nos jeunes petits frères ou enfants, selon nos âges respectifs, qui composent l'essentiel du public des geeks et du public des opérateurs et des utilisateurs et des clients consommateurs. Donc la jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est amplement impliquée. Simplement, le rôle d'un État ou le rôle de tous les États africains, c'est de créer les conditions macroéconomiques, parmi lesquelles il y a les incubateurs, l'aide aux start-up, les technopoles et la capacité de favoriser par une fiscalité intelligente l'acquisition des équipements et le développement des applications. Ça, c'est le rôle de l'État, mais à destination de la jeunesse. Pour ce qui concerne le Congo en particulier, il y a aujourd'hui, je conduis une délégation donc venue de Brazzaville, d'abord par rapport au thème qui concernait les villes intelligentes et connectées. Donc il y a dans la délégation les maires et représentants des mairies des plus grandes villes du Congo. Il y a aussi 3 jeunes qui sont à la tête de start-up. Il y a le jeune Vérod Mankou et 2 autres jeunes, dont l'un a une activité qu'il développe autour du mobile money, l'autre autour du commerce électronique. Donc la jeunesse congolaise en particulier est amplement impliquée dans cette révolution numérique et l'État va s'efforcer parce que nous développons des zones franches qu'on appelle chez nous des zones économiques spéciales. Nous allons y adosser des incubateurs et des
zones qui vont permettre, à travers des technopoles, de faire venir et cohabiter les grandes sociétés dont on a vu ici un panel, et puis ces jeunes start-upers qui vont pouvoir se challenger et pourquoi pas percer grâce à l'aide et à l'émulation que vont créer ces grands groupes qui viendront ou qui viennent déjà chez nous. Voilà. Pour peut-être terminer aussi, il y a un des points saillants de ce sommet 2017 de Transform Africa, notamment les Smart Cities, ou les villes intelligentes en français. Aujourd'hui, pour la meilleure compréhension peut-être de ce citoyen ordinaire, à quoi doit ressembler une ville intelligente pour nos populations? Quelle est l'idée que le citoyen ordinaire doit se faire d'une ville intelligente, Monsieur le ministre? Bon, la ville intelligente, à mon entendement, mais je vous donne un avis d'homme politique, hein, bon, maintenant, vous m'excuserez les approximations. La ville intelligente s'oppose à la ville à laquelle, finalement, nous sommes soumis. Quelle est l'urbanisation africaine aujourd'hui? Les gens arrivent, ils s'installent quelque part, construisent une maison, vaille que vaille, en terre, en je ne sais pas quoi, en tôle ou en matériaux durables. Il n'y a pas de plan d'urbanisme. Et puis on s'étonne que quand il y a une pluie, il y a des érosions. Il y a des problèmes de lotissement parce que quand on crée un quartier dans les pays qui anticipent en termes d'urbanisme, avant d'installer un groupe de maisons, on s'assure qu'il y aura de l'eau, on s'assure qu'il y aura de l'électricité, des choses comme ça. Donc ça, c'est la ville actuelle qui souvent est quelque chose qui s'impose à nous et que nous subissons. Donc la ville non intelligente, pour résumer. La ville intelligente, c'est anticiper sur les besoins. C'est donc faire qu'il y ait une urbanisation intelligente, c'est-à-dire une anticipation des besoins. Une ville, elle s'étend géographiquement, de manière horizontale, elle s'étend aussi de manière verticale. Une ville, quand on doit développer un quartier, on doit y apporter les commodités. Ce n'est pas la peine de mettre des maisons s'il n'y a pas de centres commerciaux, s'il n'y a pas ceci. Ça, c'est déjà une ville intelligente. Ville connectée et intelligente, on y ajoute maintenant la gestion numérique des besoins essentiels dans une ville. Ça va être le ramassage des ordures qui fera l'objet d'applications qui seront développées et qui vont permettre d'éviter, comme on le voit dans beaucoup de villes africaines, l'amoncellement d'ordures. Et puis l'entreprise qui est chargée, s'il y en a une, de les ramasser, qui arrive des jours après, et entre-temps, ça vous crée des maladies, ça vous crée des nuisances, ça vous crée de la saleté. Ça peut être géré, et c'est géré de manière intelligente par des applications que développent les grandes sociétés d'assainissement. Il y a la gestion du trafic urbain. Les villes africaines égale embouteillage. Ça, intelligemment, il existe des applications qui seront mises à disposition des mairies et des services administratifs compétents pour gérer. Il y a la gestion de tout ce qui est lié à l'éclairage public. Ça aussi, ce sont des choses qui sont liées à la ville intelligente. Et la ville intelligente se complète en termes de services d'une maison intelligente. Parce que pour qu'il y ait une ville intelligente, pour que l'individu à la maison, dans la rue et au travail ait le même environnement numérique, il faut que la maison et le lieu de travail soient aussi intelligents et interconnectés aux services publics qui sont ceux de la ville. Donc c'est cet ensemble-là, pour être concret, qui va faire que demain on se sente bien et qu'on vive agréablement dans nos villes africaines. Et ça sera à ce moment-là le développement non plus d'un urbanisme sauvage qui voit que nos villes s'étendent mais avec des bidonvilles, mais qu'on voit demain des villes qui s'étendent et qui s'équipent et qui se modernisent intelligemment. C'est cela la ville intelligente, Smart City. Voilà. Monsieur le ministre, ça a été un plaisir d'être avec vous dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, c'est par là que prend fin notre entretien avec le ministre Thierry Mongala. Je vous rappelle qu'il est ministre en charge de la communication et des médias au Congo-Brazzaville. Il est surtout ici au sommet de Transform Africa 2017 en qualité aussi de représentant du chef de l'État du Congo-Brazzaville, son Excellence Denis Sassou Nguesso. À la présentation de cette émission, vous étiez avec moi, Eddy Sabiti. Merci d'avoir été de nôtres et surtout, restez fidèles au programme de la télévision rwandaise.